Donc je tenais à m'associer aux remerciements qui ont été faits aux organisateurs du colloque, Aymeric Nicolas et Cyril Synthèse, et leur dire le plaisir que j'ai d'intervenir aujourd'hui, de la même manière que j'ai été formé également à l'Université d'Orléans et bercé dans mes premières années de droit par la réflexion sur la norme dans les cours de Catherine Thivierge notamment. Donc j'en suis honoré, comme je le suis, d'être associé au projet sur la garantie normative. Alors, dans sa leçon inaugurale au Collège de France le 2 décembre 1970, intitulée « L'ordre du discours », Michel Foucault formula ce qu'il convient d'appeler le paradoxe foucaldien du commentaire de texte. Ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte peut être ainsi résumé. Le commentaire de texte permet de dire bien autre chose que le texte même, à condition que ce soit ce texte même qui soit dit et en quelque sorte incompris. Citation de Michel Foucault dans l'ordre du discours. Alors ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte peut être appliqué aux textes de tous ordres, des textes religieux, les textes juridiques, des textes littéraires, scientifiques, mais également aux textes juridictionnels, et c'est ce que je ferai à travers ma communication. Appliqué au commentaire des décisions juridictionnelles, ce paradoxe foucaldien du commentaire des textes signifie que le commentaire d'une décision de justice est un texte à la fois différent de la décision, mais un texte censé dire l'identité de la décision. Et le paradoxe résidant précisément dans le fait que l'exercice de commentaire soit travaillé par ces deux dimensions apparemment contradictoires. Alors ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte a pu conduire le professeur Dominique Rousseau, dans un article publié au Mélange Tropper en 2006, à se poser la question suivante: une décision non commentée existe-t-elle, ou bien commentée est-ce délirée? Cette contribution avait pour objet, un objet assez général, de se questionner sur la capacité finalement de la doctrine constitutionnaliste à pouvoir commenter utilement les décisions du Conseil constitutionnel. Je crois que la pensée de Michel Foucault, ce paradoxe foucaldien du commentaire, permet d'interroger un autre type de discours, un discours de type parajuridictionnel, les commentaires officiels des décisions de justice, à travers leur exemple le plus topique en France, celui des commentaires officiels autorisés des décisions du Conseil constitutionnel. Alors les commentaires autorisés des décisions du Conseil constitutionnel, ce sont des discours de l'institution, Conseil constitutionnel, généralement de personnes spécifiquement habilitées en son sein, son secrétaire général ou des membres de son service juridique, et qui sont relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel. Alors ces commentaires sont des actes mixtes et intermédiaires entre la jurisprudence du Conseil et la doctrine externe. En tant que discours de l'institution, il partage un point commun avec les décisions du Conseil constitutionnel, dans la mesure où ce sont tous deux des produits de l'institution. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls. Il existe également des communiqués de presse, des dossiers documentaires, un certain nombre de doctrines de l'institution, à côté des décisions. Et dans la mesure où ils sont relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel, ils partagent un point commun avec la doctrine externe du Conseil constitutionnel, dans la mesure où ils ont pour objet de commenter ces décisions. Et je crois que ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte, du fait du décalage qu'il existe entre le commentaire et la décision, permet d'interroger la normativité ou non de ce type de discours. Alors, afin de s'interroger sur la normativité de ce type de discours, il convient de relever au préalable, au sein d'une décision juridictionnelle, ce qui relève du normatif et ce qui n'en relève pas, ce qui suppose à titre liminaire de s'interroger sur ce qui fait la normativité d'une décision juridictionnelle. Alors jadis, à une époque marquée non seulement par la formule célèbre et chère à Montesquieu selon laquelle la puissance de juger est nulle et que le juge n'est que la bouche qui prononce les paroles de la loi, époque également marquée par l'assimilation du concept de norme juridique à celui de règle générale, la normativité des décisions juridictionnelles était niée. Celle-ci était réputée être simplement déclarative et dépourvue de portée normative. Puis vinrent les travaux de l'école de Vienne, de l'école normativiste du droit, représentée par Hans Kelsen, qui ont permis de conceptualiser les normes à portée individuelle, notamment les décisions juridictionnelles. Plus précisément, la décision juridictionnelle est susceptible de créer deux types de normes. La première, la norme juridictionnelle, est une norme individuelle par laquelle le juge tranche le litige qui lui est soumis dans le dispositif de la décision. Elle correspond à la fameuse conclusion du syllogisme juridictionnel. La seconde, la norme jurisprudentielle, est quant à elle une norme générale par laquelle le juge dit le droit applicable au litige qui lui est soumis dans les motifs de sa décision et renvoie, en ce qui la concerne, à la majeure du syllogisme juridictionnel.
La mineure du syllogisme juridictionnel, les faits litigieux, appartient quant à elle à la sphère de l'être, à la sphère du sein, et non à la sphère du devoir-être, à la sphère du sollen, et n'est, par voie de conséquence, a priori pas susceptible de revêtir la signification d'un énoncé prescriptif. Alors sur 2 points, les décisions du Conseil constitutionnel et les décisions de justice constitutionnelle de manière générale diffèrent sur cette question de la normativité par rapport aux décisions de justice ordinaire. Premier point de divergence, la norme juridictionnelle individuelle contenue dans le dispositif de la décision n'est pas une norme individuelle dans le cas d'une décision de justice constitutionnelle, mais une norme générale, dans la mesure où ce dispositif a pour objet de déclarer une loi, norme elle-même juridique générale, conforme ou contraire à la Constitution. Premier point de différenciation. Le deuxième point de différenciation réside dans le fait que la décision de justice constitutionnelle n'est pas susceptible de créer 2, mais 3 types de normes, puisque la mineure du syllogisme juridictionnel, pour un juge constitutionnel, n'est en réalité pas un fait litigieux, mais une norme juridique elle-même. Et je crois qu'à partir de cela, on peut penser, à travers le paradoxe foucaldien du commentaire de texte, et essayer de mesurer en quoi ce type de discours particulier revêt ou ne revêt pas une portée normative. Alors le paradoxe foucaldien du commentaire de texte permet de postuler 2 choses à ce sujet. Première chose qu'il convient de postuler, c'est que si ce type de discours est normatif, il est nécessairement faiblement normatif. En effet, dans la mesure où il a pour objet de dire différemment que la décision, on peut postuler que ce discours est nécessairement normatif, car sauf à ce qu'il confine à la paraphrase, à la simple paraphrase de la décision, la simple reformulation par le commentaire ajoute, modifie ou retranche nécessairement à la décision. D'autre part, en disant l'identité de la décision, cette normativité est nécessairement faible. On pourrait plutôt parler de micro-normativité, puisque cet exercice est en réalité, obéit en réalité à des contraintes extrêmement précises qui font peser sur son auteur, généralement le secrétaire général de l'institution, des contraintes extrêmement précises. Donc c'est moins la normativité que la micro-normativité de ce type de discours qu'il convient de rechercher. Et je crois que le passage de l'ordre du discours consacré à aux commentaires des textes en général permet de poser les critères de cette micronormativité, puisque si vous allez, il y a une quinzaine de pages dans l'ordre du discours, les pages 23 à 38, si ma mémoire ne me fait pas défaut, où Michel Foucault véhicule cette idée de décalage entre le commentaire et le texte commenté, de dénivellation, de transformation, de nouveauté. Et sera ainsi considéré comme normatif tout élément du commentaire qui ajoute à la décision commentée, soit à propos de la norme objet du contrôle, la loi, soit à propos de la norme paramètre du contrôle, la Constitution, soit à propos du dispositif de la décision. Pour reprendre des travaux qui sont chers à cette maison, la question qu'il convient de se poser, c'est de savoir si le commentaire autorisé densifie la décision du Conseil constitutionnel. En se servant de ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte, je m'efforcerai dans le temps qui m'est imparti de mettre en lumière différents degrés de normativité de ce type de discours, de la plus faible à la plus forte. Alors, premier élément, ce type de discours procède à une invisible densification normative de la loi. Comme je l'ai dit, la densification normative de ce type de discours, du commentaire par rapport à la décision, peut porter sur la loi, la Constitution ou le dispositif de la décision. Alors, lorsqu'ils sont relatifs à la loi qui est contestée, ces commentaires sont faiblement normatifs. Pourtant, la première partie de ces commentaires est généralement consacrée aux dispositions législatives contestées. Mais cette partie permet au Conseil constitutionnel, à l'institution, de préciser l'historique de la disposition législative contestée, son objet, sa genèse, la législation intérieure, le cas échéant, l'interprétation jurisprudentielle qui a été faite par le Conseil d'État ou la Cour de cassation de la législation antérieure, le contexte juridique et factuel qui a présidé à l'adoption de la loi, les travaux parlementaires, certains travaux doctrinaux qui parfois éclairent le débat. Donc, pour le dire autrement, et plus simplement, cette partie des commentaires consacrés aux dispositions législatives contestées se borne à fournir de simples éléments d'information sur le processus d'élaboration de la loi. Ils ne revêtent pas
par voie de conséquence, a priori de portée normative. C'est le seul exemple, enfin c'est la seule dimension de ces commentaires pour laquelle je ne prendrai pas d'exemple particulier, parce que la lecture de n'importe quel commentaire autorisé d'une décision du Conseil constitutionnel permet de se rendre compte que l'institution ne fait que délivrer de simples éléments d'information sur la loi contestée. Second degré de normativité, lorsque ces commentaires autorisés portent sur non plus la norme objet du contrôle, la loi, mais la norme paramètre du contrôle, la Constitution. Alors généralement, la deuxième partie de ces commentaires est consacrée à l'analyse ou à l'examen, le vocabulaire variant d'un commentaire à l'autre, mais cela revient à peu près à la même chose, de la constitutionnalité des dispositions contestées. Alors cette rubrique permet quant à elle au Conseil constitutionnel de rappeler les normes constitutionnelles applicables, mais aussi et surtout de rappeler la jurisprudence constitutionnelle transposable au cas d'espèce. Alors c'est en cela que ce type de discours est particulièrement intéressant, puisque en France, au Conseil constitutionnel en particulier, la jurisprudence n'est assurément pas une source du droit de la même nature qu'elle peut l'être au Royaume-Uni, par exemple, ou pour les cours européennes. Et en règle générale, même s'il lui arrive de le faire, le Conseil constitutionnel ne se réfère pas explicitement à sa jurisprudence antérieure dans le corps même de ses décisions. Eh bien, l'une des vertus de ces commentaires autorisés des décisions du Conseil constitutionnel, c'est de voir quelle jurisprudence le Conseil constitutionnel fait application en l'espèce, est-ce qu'il vient revirer une jurisprudence antérieure. Donc c'est un outil de systématisation de sa propre jurisprudence qui est fort utile. D'ailleurs, ces commentaires ne se limitent pas à la simple référence à la jurisprudence antérieure et permettent de montrer la diversification des éléments retenus par le juge constitutionnel dans ce raisonnement. Si vous allez lire ces commentaires, vous trouverez, ça dépend des décisions commentées évidemment, la référence à la jurisprudence du Conseil d'État, de la Cour de cassation, des cours constitutionnelles étrangères, de la Cour de justice de l'Union européenne et aussi et surtout de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui permet d'affirmer, en exagérant quelque peu, qu'aujourd'hui, aucune décision en matière de protection des droits et libertés rendue par le Conseil constitutionnel n'est prise sans analyse préalable de la jurisprudence de Strasbourg. Alors même que, comme on le sait, le Conseil constitutionnel ne pratique pas le contrôle de conventionnalité de la loi. Donc, a priori, dans cette dimension, lorsque ces commentaires portent sur la norme constitutionnelle, ils ne sont a priori pas susceptibles de revêtir une portée normative. Pourtant, à la marge, certains commentaires autorisés viennent préciser la signification de dispositions constitutionnelles. J'en prendrai deux exemples. Le premier exemple que je prendrai, c'est celui de la notion de droit et liberté que la Constitution garantit. Alors, c'est une notion assez connue depuis quelques années, depuis l'entrée en vigueur de la QPC, puisque la procédure de QPC permet justement à tout justiciable de faire valoir, à l'occasion d'un procès, une atteinte à un droit ou à une liberté que la Constitution garantit. Alors depuis 2010, le Conseil constitutionnel s'est évertué dans ses décisions à dire si tel ou tel droit ou liberté rentrait dans cette catégorie ou non, mais sans en fournir de définition même générale. Et c'est précisément les commentaires autorisés de ces décisions qui ont pu fournir une ébauche de définition de cette notion. Un commentaire autorisé vient préciser qu'un droit ou une liberté garantie par la Constitution, alors c'est une définition négative, il faut se contenter de cela, n'est pas un droit qui s'adresse directement aux législateurs ou aux autorités publiques et qui ne s'adresserait qu'indirectement aux justiciables. Voilà, un élément de définition fourni par le commentaire et pas par la décision. Donc, exemple de densification d'une norme constitutionnelle par le commentaire autorisé. Autre exemple, le principe du contradictoire, par exemple. Le principe du contradictoire qui est déduit, tout comme le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le Conseil constitutionnel ne définit pas en tant que tel. Certains commentaires autorisés précisent le contenu du principe du contradictoire, un contenu qui va de soi, comme impliquant le droit pour toute personne de présenter ses observations et de se défendre lors d'une procédure qui la concerne directement. Donc voilà. À première vue, lorsqu'il porte sur la norme constitutionnelle, ces commentaires autorisés se bornent à rappeler la norme et la jurisprudence transposable, mais parfois, ils s'évertuent à préciser la signification de la norme constitutionnelle. Mais c'est un degré de normativité qui, là encore, assez marginal et extrêmement faible. Enfin, troisième et dernier degré de normativité, celui sur lequel je voulais m'attarder le plus, c'est ce que j'ai choisi d'appeler la normativité juridictionnelle des commentaires autorisés.
C'est-à-dire que lorsqu'il précise le dispositif de la décision ou les motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces commentaires viennent parfois véritablement ajouter une signification à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, cette affirmation peut apparaître à première vue comme un partiel non-sens. En effet, si les motifs décisifs des décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles d'être précisés par leurs commentaires autorisés, leur dispositif, qui se borne à déclarer une loi conforme ou contraire à la Constitution, ne l'est a priori pas. Ce dispositif se suffit a priori à lui-même. Cependant, progressivement, depuis 1958, le Conseil constitutionnel s'est affranchi de son rôle de législateur négatif, pour reprendre une formule chère à Hans Kelsen, et de ce binôme classique constitutionnalité-inconstitutionnalité, pour conférer au jugement qu'il prononce une dimension plus positive et plus constructive. Et c'est précisément dans la précision de ces dispositifs décisionnels plus positifs et plus constructifs que les commentaires autorisés sont susceptibles de préciser le dispositif de la décision. Tel est le cas principalement lorsque le Conseil constitutionnel prononce une réserve d'interprétation, j'en donnerai un exemple concret, et tel est également et accessoirement le cas lorsque le Conseil détermine depuis peu les effets dans le temps de ces décisions. Alors, première hypothèse dans laquelle le commentaire autorisé vient préciser le dispositif de la décision, les décisions dans lesquelles ce Conseil prononce des réserves d'interprétation. Alors, la réserve d'interprétation, c'est une technique par laquelle le Conseil constitutionnel, en présence d'une disposition législative susceptible d'au moins 2 interprétations différentes, va choisir celle de cette interprétation qui va rendre la disposition législative conforme à la Constitution. C'est une technique décisionnelle employée depuis très longtemps par le Conseil constitutionnel, qui lui permet de sortir ce diptyque classique constitutionnalité-inconstitutionnalité. Et précisément, on peut trouver une bonne dizaine de commentaires autorisés qui viennent préciser la signification d'une réserve d'interprétation. Alors j'en donnerai un exemple ou deux, selon le temps qui me restera. Le premier exemple est celui de la décision numéro 2010 suite QPC, une décision rendue par le Conseil constitutionnel en 2010, une des premières décisions rendues dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, dans laquelle le Conseil était saisi d'une QPC relative à une disposition du Code de la sécurité sociale, je simplifie, qui autorisait toute victime et ses ayants droit à demander réparation à l'employeur en cas de faute inexcusable de ce dernier pour un certain nombre de préjudices limitativement énumérés par ce Code de la sécurité sociale. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition du Code de la sécurité sociale conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation. La réserve d'interprétation selon laquelle les dispositions de ce texte ne doivent pas faire obstacle à ce que les mêmes personnes, les victimes et leurs ayants droit, puissent, devant les mêmes juridictions, demander réparation à leur employeur, même pour des préjudices qui ne seraient pas énumérés par le Code de la sécurité sociale. Autrement dit, le Conseil a subordonné la constitutionnalité de cette disposition du Code de la sécurité sociale au caractère non limitatif de la liste de préjudices qu'il énumère. Et ce qu'il est intéressant de constater, cette idée de décalage, de densification entre le commentaire et la décision, c'est que si vous allez lire le commentaire de cette décision de 2010, le commentaire précise que le considérant de la décision énonçant les termes de la réserve d'interprétation, je cite, appelle des commentaires particuliers. Et suivent immédiatement une série de 5 commentaires particuliers qui viennent, je ne rentre pas dans le détail, mais qui viennent préciser la signification de cette réserve d'interprétation, qui n'est pas dans la décision. Des précisions assez diverses d'ailleurs quant à son objet, son fondement, son effet temporel, enfin toute une forme de guide d'exécution de la réserve d'interprétation qui est présente dans le commentaire et pas dans la décision. Autre exemple, en 2011, le Conseil constitutionnel fut saisi d'une QPC relative à une disposition du Code de commerce qui habilitait le ministère public ou le ministre de l'économie à saisir le juge compétent en vue de sanctionner des pratiques anticoncurrentielles par un certain nombre de procédés. Là encore, le Conseil constitutionnel déclare cette disposition conforme à la Constitution, sous réserve d'interprétation, sous réserve que les parties au contrat soient informées en vertu du principe du contradictoire. Et là encore, le commentaire autorisé vient préciser les contours de la réserve d'interprétation formulée, en précisant par exemple que l'obligation d'information des parties intéressées est une obligation de notification de l'action engagée et non pas préalable, ce qui exclut toute obligation de notification préalable à l'introduction de l'action. Donc voilà
je pourrais citer davantage d'exemples, mais un certain nombre d'exemples jurisprudentiels dans lesquels la décision du Conseil constitutionnel énonçant une réserve d'interprétation est ensuite précisée par son commentaire autorisé. Donc là, on retrouve bien cette idée de décalage, de dénivellation chère à Michel Foucault. Autre exemple, plus accessoire, et j'en terminerai par là, les décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel détermine les effets dans le temps de ces décisions. Alors ça, c'est une question assez nouvelle pour le Conseil constitutionnel, et c'est une question qui n'a vocation à se poser que dans les hypothèses de contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori. Alors, je crois que sur ce point, il faut se garder d'un raccourci qui consiste à assimiler l'apparition du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori en France avec l'entrée en vigueur de la QPC. Déjà, il existe un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori depuis 1958, avec le déclassement des textes de forme législative, qui permet au Conseil de dire qu'un texte de forme législative est ou non du domaine de la loi ou de celui du règlement. Il existe aussi et surtout un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori depuis 1985. Parce qu'en 1985, le Conseil constitutionnel a rendu une grande décision, une décision dite état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, qui habilite le Conseil constitutionnel à se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi promulguée à l'occasion de l'examen d'une loi venant modifier, affecter ou compléter son domaine. Et précisément, cette jurisprudence état d'urgence en Nouvelle-Calédonie est une autre illustration de ce phénomène de densification de la décision par ce commentaire. Puisque la question qui s'est posée à la doctrine constitutionnaliste depuis 1985, c'est de savoir quels étaient les effets dans le temps d'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité prononcée sur le fondement. Et si l'on regarde les choses avec 35 ans de recul, c'est que cette question des effets dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité dites néo-calédoniennes, elle a toujours été fixée par les commentaires autorisés des décisions. En 1999, à l'occasion d'une première application de cette jurisprudence, c'est un communiqué de presse, puis un commentaire dans la JDA du secrétaire général de l'époque, Jean-Éric Schottel, qui est venu préciser les effets dans le temps de cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui signifie que voilà, la disposition déclarée inconstitutionnelle sur ce fondement ne doit plus être appliquée, elle est neutralisée. Et en 2013, saisi dans le cadre du contrôle a priori, le Conseil constitutionnel eut à nouveau à se prononcer sur la question des clauses de désignation à l'occasion de l'examen de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, dut à nouveau se prononcer sur la question des effets dans le temps de ces déclarations d'inconstitutionnalité, et c'est à nouveau le commentaire autorisé de la décision qui est venu expliquer les effets neutralisants de ce type de déclaration d'inconstitutionnalité avant d'être repris par une décision ultérieure du Conseil constitutionnel. Alors pour conclure, on peut voir que ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte est un outil qui permet de mesurer la normativité, si faible soit-elle, de ce phénomène, un phénomène que Michel Foucault, il n'était pas concerné à l'époque, puisque le commentaire officiel des décisions de justice était assez peu développé à l'époque, mais ce qui montre l'actualité et la pertinence de son analyse dans l'ordre du discours. Et d'ailleurs, ce que j'ai choisi d'appeler la normativité juridictionnelle des commentaires autorisés des décisions du Conseil constitutionnel, elle se trouve confortée par le fait que des juridictions administratives, judiciaires, la Cour européenne des droits de l'homme même, se réfèrent dans leurs décisions à ces commentaires autorisés. Il y a là un évident paradoxe, puisque ces commentaires autorisés ne sont évidemment pas revêtus de l'autorité de la chose jugée visée par l'article 62 de la Constitution, qui vise simplement le dispositif et les motifs de la décision. Ce qui crée, à mon sens, un véritable problème. Alors, je ne citerai pas de décision particulière, je renverrai à la contribution écrite, mais notamment une formule qui a été utilisée par la Cour de cassation à propos de cette question de déclaration d'inconstitutionnalité et d'effet dans le temps, où la Cour de cassation vient préciser que la décision du Conseil constitutionnel doit être comprise à la lumière du commentaire autorisé, mais aussi des motifs de la décision. Donc le commentaire, dans cette décision de la Cour de cassation, passe avant les motifs de la décision. Ce qui tente à prouver cette anomalie. Je pourrais ouvrir une boîte de Pandore et dériver sur la question du mode de motivation des décisions du Conseil constitutionnel, de son mode de composition, mais ce n'est évidemment pas l'objet de ce colloque. Tout ça pour dire que ce paradoxe foucaldien du commentaire de texte nous permet de saisir la nature réelle de ce phénomène aujourd'hui. Je vous remercie.